Mesdames, Messieurs, bonsoir une fois de plus. Merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Notre invité, c'est M. Abdoulaziz Maïga, secrétaire général adjoint du CRAC. Le CRAC, c'est une association politique des résistants. Il nous dira ce que c'est et ce qui nous permettra aussi, avec lui, de voir quel est le projet que porte le CRAC par rapport au Congo aujourd'hui. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des Ziana TV. Vous n'êtes pas là par hasard puisque vous êtes le secrétaire général adjoint du CRAC. Alors, je vous dis, tiens, c'est quoi le CRAC exactement? Merci déjà de m'avoir invité. Donc le CRAC, c'est le Comité d'action et de résistance pour le Congo. Donc c'est une association de résistants qui est présidée par Monsieur Sousa. Non, pas par le commandant, non, excusez-moi. Par Monsieur Sousa. Oui. Et Monsieur Bédel Sousa. Romain Bédel Sousa, oui. Tout à fait. Et moi, je suis le secrétaire général adjoint de cette structure. Alors, vous avez une actualité récente, hein, le 9 mai dernier, vous organisez vos journées portes ouvertes. En quoi ont-elles consisté? En fait, les journées portes ouvertes, c'était une façon de recevoir les membres du CRAC et de se faire connaître. Parce qu'en fait, nous sommes une association. Donc, nous avons des réunions, mais les réunions, chaque mois, c'est les réunions des membres du bureau. Et on voulait associer les membres de la structure pour qu'ils puissent rencontrer les membres du bureau et discuter de savoir quel était l'avenir et quelles étaient les perspectives du CRAC pour avoir leur idée et passer aussi un moment convivial. Alors, en dehors du moment convivial, puisqu'on l'a vu autour d'un barbecue, tout à fait. Alors quel est aujourd'hui l'avenir du CRAC par rapport à cet espace politique congolais qui est en pleine effusion aujourd'hui? Le CRAC, c'est un comité de résistance. Pourquoi, en fait, il y en a beaucoup qui nous demandent pourquoi nous ne sommes pas parti politique. Parce que nous partons du principe qu'un parti politique, c'est dans une démocratie. Alors que... Donc pour vous, le Congo n'est pas une démocratie? Tout à fait, voilà. Donc le Congo n'est pas une démocratie, donc nous sommes des résistants, un peu à l'image des Jean Moulin. Alors, à l'image de Jean Moulin, aujourd'hui, votre association est présente à Paris et pourtant peu connue. Pourquoi? Elle est peu connue, peut-être parce que il y a un déficit médiatique. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté votre invitation aujourd'hui, pour pouvoir mieux faire connaître notre structure. Alors aujourd'hui, en dehors de ces portes ouvertes, quelles sont les actions que vous prévoyez, notamment pour qu'on vous connaisse, avant qu'on ne rentre tout à l'heure dans votre projet politique pour le Congo? Quelques actions. On a prévu d'organiser un gala. Donc ça sera un gala où on invitera... Il y aura CRAC à volonté. Il y aura les idées du CRAC à volonté. Il y aura les idées du CRAC à volonté, mais le CRAC dont vous parlez, s'il y en a, je pense que il y aura peut-être la police des stupéfiants qui sera là. Non. Mais il y aura des CRAC. Abdoulaziz Maïga, alors, les gens qui vous entendent, ils disent, tiens, avec un tel nom, pour partir du Congo, maintenant, besoin de la Ningaboual. Ah, bon, pas de problème, mettre dans un Ningaboual. Guéguémon la Pointe Noire. Oui, tout à fait. Pointe Noire à quartier, ça dit que ça t'avait, tiens, Moutia, Pointe Noire. Pointe Noire, quel quartier? Bon, Kokwamuno, Monsieur Yoba, il y en a un niveau dans le quartier chic, dans le chic Tchitchele. Mais mon a Pointe Noire, Mukula, na Mawata, après na Songolo. Donc, on a Ndjinji, quoi. Oui, mon a Ndjinji, oui, il n'y a pas de problème. Nabatou, Nababimio, Ndjinji, tout ça, Namakwala, tout ça, c'est bon. Namakwala, c'est bon, c'était juste un clin d'œil en fait aux gens qui nous suivent en se disant, tiens, avec un tel nom, pourquoi partir du Congo? Mais effectivement, le Congo est riche de sa diversité, le Congo est riche des apports des uns des autres. Et M. Abdoulaziz Maïga est aujourd'hui militant, résistant congolais ici à Paris, au sein du CRAC, donc il y a un comité de résistants en fait. Aujourd'hui, Abdoulaziz Maïga, outre l'envie de vous faire connaître, quel est le projet politique pour le CRAC aujourd'hui? Parce qu'on sait quand même que vous avez un regard assez dur sur la réalité politique congolaise aujourd'hui. Et pourtant, M. Bédel Sousa lui-même, qui est le président du CRAC, a été déjà aux affaires au Congo. Oui, il a été aux affaires sous le président Lissouba. Donc le regard est dur parce que le constat, je pense qu'il est sans appel. Lorsqu'on voit les chiffres du Congo, on peut se demander, ceux qui arrivent à soutenir le pouvoir actuel, je pense que c'est plus du fanatisme parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont médiocres partout. Maintenant, M. Sousa a été aux affaires sous le président Lissouba. Tout le monde sait quand le président Lissouba est arrivé, comment il est parti. Et tout le monde peut faire le bilan des actions qu'il a menées ou qu'il a pu mener ou lesquelles il a été empêché d'être mené. Donc, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire en tant que conseiller du président Lissouba. Il a quand même mené une petite action. D'autres diront que c'est une action un peu limitée parce qu'il a refait faire l'hôpital de son village. Donc,
Faire l'hôpital de son village, je pense qu'on n'a pas besoin d'être un homme politique pour le faire, plus qu'aujourd'hui. Ah non, mais tous les hommes politiques ne le font pas non plus. Oui, et pourtant lui il l'a fait. Donc lui il a fait sans avoir les moyens. C'est la reconnaissance qu'on peut lui avoir pour avoir été aux affaires au Congo. Il a refait l'hôpital de son village. C'est la seule reconnaissance qu'on peut lui avoir et c'est la seule chose qu'il a peut-être pu faire avec les moyens qui étaient les siens. D'ailleurs, il les a pas fait avec les moyens de l'État. Il les a fait par une ONG et par des financements. Donc c'était un lien avec l'hôpital Robert Ballanger en France. Donc ça a été vraiment une structure d'ONG internationale sans que l'État congolais ne verse un seul sou. Alors parlons toujours du président Sousa. Effectivement, il a été aux affaires, il est peu connu, on ne le voit pas dans les grandes réunions de l'opposition politique à Paris. Pourquoi? C'est un positionnement que beaucoup critiquent, mais c'est celui qu'il a choisi. Mais je pense que là, on va probablement revenir dessus parce que il faut aller vers les autres. Mais le président Sousa a beaucoup été déçu des autres. Donc, comme la plupart des gens, hein, mais c'est pas une raison de... Il a été beaucoup déçu parce que je me rappelle que de ce qu'il dit, lors de la dernière élection présidentielle, ils avaient fait une réunion dans Paris avec tous les ténors de l'opposition, qu'il connaît très bien parce qu'il a été aux affaires, comme vous dites. Et certaines décisions ont été prises que les autres n'ont jamais respectées. Donc à partir de là, il s'est un peu recroquevillé, il s'est un peu renfermé sur lui. Mais aujourd'hui, vu qu'il est amené, qu'il a le désir de prendre des responsabilités, il sait que tous les Congolais doivent contribuer à l'avenir du Congo, donc on reviendra vers les autres. Alors vous savez mieux que moi, beaucoup disent qu'il est un visiteur du soir du côté de Mpila. Est-ce que c'est quelque chose qui fait en sorte que certains ne l'associent pas directement aux actions politiques ici au sein de la diaspora? Beaucoup disent. Vous savez, les Ngiri, moi j'en entends beaucoup parler, mais j'en ai jamais vu. Donc ceux qui disent apportent les preuves de ce qu'ils disent et à ce moment-là on verra ce qui se fait. Alors Bédel Sousa est déterminé aujourd'hui pour être candidat à la présidence de la République. C'est un choix paradoxal puisque la constitution actuelle exige une résidence permanente de 24 mois. Or il est permanent en France. Comment le sera-t-il? Comment le sera-t-il? En fait, Bédel Sousa aujourd'hui est dans l'optique d'être candidat à l'élection présidentielle, mais d'après ce que disent tous les membres du CRAC, donc la politique du CRAC, 2016, il est très peu probable qu'il y ait une élection libre et démocratique. Donc il compte sur la chance en fait? Non, il ne compte pas sur la chance. Il compte sur le fait qu'en 2016, il n'y aura pas d'élection libre et démocratique. Donc ça sert à rien d'aller dans une élection pas libre et pas démocratique. Donc ce que tout le monde espère, pas que M. Romain Bédel Sousa, c'est qu'avant 2016, il y ait un recomptage, qu'il y ait un nouveau fichier électoral, oui. Et à partir de ce moment, on verra. Mais vu comment les choses vont, il y a très peu de probabilité que le gouvernement en place accepte un recomptage, un nouveau recensement. Alors, ça veut dire, mais comme je vous dis, il compte sur la chance, puisque si demain, en fait, tout ce que vous dites ne le fait pas, que va-t-il devenir finalement? Mais à vrai dire, c'est pas une chance, parce que même si demain, tout ce qu'on dit ne se le fait pas, je pense que, à part le candidat du PCT, qui est fortement M. Denis Sassou Nguesso, personne ne sera président au Congo. Oui. Donc tout le monde compte sur la chance. Ah, ça va. Il n'y a pas que M. Romain Bédel Sousa. Mais on compte pas sur la chance. En fait, on compte surtout sur la détermination du peuple congolais, qui a montré par plusieurs choses ces derniers temps, par plusieurs manifestations, son mécontentement. Et on pense que le peuple congolais ira probablement plus loin dans son mécontentement si le président Denis Sassou Nguesso en place ne l'écoutait pas. Donc ça veut dire que là, vous croisez les doigts? Non, on ne croise pas les doigts. Il faut savoir lire les signes des temps. Alors, parmi les signes des temps aujourd'hui, nous avons constaté que finalement, M. Bédel Sousa veut être candidat, et pourtant, donc déjà, si on regardait cette constitution, et pourtant, il est contre la constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, visiblement, s'il faut rester dans l'ordre constitutionnel, il ne peut être candidat qu'avec cette constitution. Or, cette constitution ne nous donne pas de chance de l'être, et pourtant, il le proclame. Alors, finalement, on a du mal à voir, en fait. C'est ce que je dis. Là, il faut aller plus en profondeur. Oui. Monsieur Romain Bédel Sousa souhaite être candidat à l'élection présidentielle au Congo, libre et démocratique. Ok, ce qui ne sera pas le cas en 2016. Donc vous l'avez déjà, en fait, c'est déjà fait pour vous. Hein, c'est pas, quoi? Qu'est-ce qui est déjà fait? Du fait qu'en 2016, ça ne sera pas le niveau démocratique. À vrai dire, aujourd'hui, on peut voir plusieurs pays, on peut voir comment ça se passe, comment les recensements se passent dans plusieurs pays. Le laps de temps qui nous sépare de la prochaine élection présidentielle laisse très peu de chance au fait qu'il y ait un recensement crédible. Donc ça veut dire que
là, on va arriver à une situation où tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Vu que le gouvernement actuel, il cherche à recevoir les gens pour négocier. On négocie sur l'état de la nation, mais on négocie pas sur la chose la plus importante, qui est de pouvoir faire qu'un Congolais égale une voix. C'est ça la démocratie. Un Congolais égale une voix. On n'a pas cet état au Congo, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc en 2016, on ne sait pas où est-ce qu'on arrivera. Abdelaziz Maïga, le Congo aujourd'hui, notamment sur l'opposition, a un problème de leadership. Est-ce que vous croyez que M. Biel Soussa peut être un leader de cette opposition? C'est une possibilité. C'est une possibilité, mais pour ça, il faudrait qu'il puisse convaincre. Donc, libre à lui de convaincre, de voir ses amis, de discuter avec eux, de voir la population et de convaincre la population que c'est lui l'homme de la situation. Donc pour les autres, en fait, vous pensez qu'ils lui laisseront la place qu'ils le deviennent, quand on voit quand même les appétits assez féroces aujourd'hui au sein de cette opposition congolaise où chacun se proclame quasiment futur président? Le peuple est souverain, donc c'est le peuple qui décidera à la fin. Donc vous comptez sur la souveraineté du peuple alors? Lorsqu'on est candidat à une élection démocratique, si on compte pas sur la souveraineté du peuple, je vois pas. Je vois pas à qui on peut compter. Hein. Alors aujourd'hui, on comprend très bien que les choses avancent. Votre lecture par rapport à cette opposition, notamment ici au sein de la diaspora, comment est-ce que vous, le CRAC, vous vous positionnez par rapport à cette famille opposition qui est quasiment disparate, où il y a le tout et je dirais pas n'importe quoi, mais enfin, on retrouve tout ce qu'on veut avoir, quoi. Positionnement, je sais pas, dans certains pays, il y a la gauche, il y a la droite, il y a le centre. Au Congo, il y a les pro-PCT et les autres. Oui. On est dans les autres, hein. Social-démocrate, non? Social-démocratie du côté du CRAC? Oui, on serait social-démocrate, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui au Congo? Qu'est-ce que ça veut dire dans la bouche de certaines personnes? Des partis social-démocrates, il y en a beaucoup. On a un projet pour le Congo. On invite aux gens d'aller sur le site du CRAC, à lire le projet sur le Congo et de voir où est-ce qu'il nous situe. Mais on n'oublie personne. On veut bâtir la maison Congo. Comme dit le président Soussa, lorsqu'on est dans une maison, lorsqu'il y a à manger, tout le monde se partage à manger. Et nous, on veut bâtir la maison Congo pour qu'on puisse se répartir tout ce qui est les biens du Congo, aussi bien intellectuels, culturels, que chaque enfant du Congo puisse bénéficier de la richesse de ce pays. Alors, bâtir la maison Congo, sur quelle base exactement? Parce qu'on sait, vous l'avez dit tout à l'heure, que le constat est quasiment criard et que vous voulez bâtir. Qu'est-ce que vous allez emporter, par exemple, l'éducation? Dans l'éducation, il n'y a pas de miracle à faire. Il n'y a pas de miracle. L'éducation, il y a tout à refaire. Il faut reconstruire des écoles. Il faut se baser sur les anciens professeurs pour pouvoir former des nouveaux professeurs qui ont la conviction et l'amour d'enseigner, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Il faut aussi augmenter leur salaire parce que lorsqu'on voit le salaire d'un professeur, on se demande comment ils font pour vivre. Donc il y a tout ça à revoir, mais il n'y a pas de miracle, hein, ça se fera pas du jour au lendemain. Il faudra beaucoup de sacrifices, il faudra beaucoup de réflexion et on verra comment on fera. Mais pour ça, il faut avoir l'état du terrain et il faut avoir aussi l'état des finances. Parce qu'aujourd'hui, on peut promettre tout ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on peut apporter d'un point de vue financier, on ne fait que de la démagogie. Alors, faire de la démagogie aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose qui est courant au sein de la politique congolaise. Tout à fait. Vous, on vous entend déjà sur le plan de l'éducation. Vous avez parlé des moyens, notamment en hommes. Est-ce que, en qualité d'abord, qu'est-ce que vous voulez apporter? Parce que l'éducation aujourd'hui, c'est pas seulement avoir plus de profs, c'est aussi avoir non seulement des qualités. On a vu le bac cette année qui a été annulé. Déjà, on vous a pas entendu sur ce point-là. Ah, sur l'annulation du bac? Oui. Sur l'annulation du bac, tout le monde... Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a pu mettre en évidence quelque chose qui existe depuis des siècles. Moi, je crois que j'ai passé, j'ai pas passé le bac au Congo, mais j'ai passé le BPC. J'ai passé le BPC et le CEP. Déjà à l'époque, j'entendais parler des fuites. Dans quelle école, tiens, du côté de Pointe-Noire? J'étais à Nzoko. J'ai fait mon école primaire à Nzoko et j'ai fait le collège à Mvumvu. D'accord. Mvumvu, Antoine Bantou? Antoine Bantou, oui. Antoine Bantou. Et donc finalement aujourd'hui, c'est vrai qu'on va revenir par rapport à la qualité de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on propose du côté du CRAC par rapport à cet enseignement aujourd'hui, l'éducation au Congo? Déjà, il faut revoir les programmes scolaires, faut les adapter probablement à ceux de la colonie, parce que on va pas aller bien loin, on a toujours copié ce qui se faisait ici, et ce qui se faisait ici est reconnu d'un point de vue international, donc on peut s'en approcher, mais surtout ce qu'il faut apporter la touche de plus, c'est tout ce qui est multimédia aujourd'hui. Faire que les élèves puissent avoir Internet à l'école, faire qu'ils puissent faire leurs recherches à l'école grâce à Internet, comme le font la plupart des élèves ici. Parce que je sais qu'au Congo,
quand on fait des stages en informatique, c'est ce qu'on appelle la bureautique. Word, Excel, Access. Bon, ben, je sais pas si... Enfin, il y a un problème avec les termes. Au niveau social, il y a aussi un problème, d'autant plus que la paupérisation des Congolais aujourd'hui est quelque chose sur lequel on reviendra peut-être pas en détail, mais on sait quand même que les gens sont dans la galère, comme on dit. Qu'est-ce qu'on propose en fait au niveau du crack pour que les gens deviennent des cracks, vous l'avez dit tout à l'heure? Aujourd'hui au Congo, je crois que il y a 2 emplois qui marchent bien. Sur l'emploi de Simbasak. Ça veut dire celui qui est derrière le chef, aller lui chercher des amis, et tu as l'emploi de 2e et de 3e bureau. D'ailleurs, et là on embauche là. Ah oui, là on embauche là. Je crois que les ministres, ils ont tous minimum une dizaine de femmes. Donc minimum une dizaine de femmes et minimum 5 à 6 Simbasak. Donc ça embauche. Mais par contre, ça requiert aucun diplôme et ça n'apporte rien comme plus-value. La seule chose que ça apporte, c'est que ça redistribue les fonds dans l'économie réelle. Donc ça permet aux petits commerçants de pouvoir vivre. Mais à part ça, il n'y a aucune plus-value. Maintenant, au niveau social, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, aujourd'hui, il faut revoir la fonction publique. Et il y a des embauches. Personne ne sait quand est-ce qu'on embauche à la fonction publique. Et tout le monde sait qu'il y a beaucoup de fonctionnaires congolais qui sont ici. Moi, j'en connais. Ils sont ici, ils touchent leur salaire. D'abord, ces gens-là qui critiquent le pouvoir, à leur place, je serais un peu mal à l'aise. Parce qu'ils font la même chose que ceux qui sont là-bas. Oui. C'est-à-dire, ils profitent du système, ils ont des salaires peut-être pas élevés, mais ils vivent en France, où il y en a même qui sont au Congo, qui travaillent dans le privé et qui ont des salaires de fonctionnaires. Tout ça, il faut revoir. Il faut reprendre un fichier de la fonction publique à zéro. Il faut refaire des concours de la fonction publique et il faut mettre les gens au travail, c'est tout. Alors, l'emploi aujourd'hui touche surtout les jeunes et notamment avec l'éducation qui va à volo, on a un problème des jeunes diplômés. Et comment est-ce que vous pouvez résorber? Quelles sont les solutions que vous proposez aujourd'hui pour qu'on arrive à accompagner ces jeunes à accéder à un premier emploi? Déjà, l'emploi, comme tous les pays, il faut faire venir les investisseurs étrangers. Oui. Donc déjà, il faut que la fonction publique soit pas corrompue, parce qu'avec la corruption, on fait fuir les investisseurs. Il faut aussi prendre l'exemple du Rwanda, donc le fichier unique, lutter contre la corruption et aussi fournir de l'énergie. Parce que on peut demander à quelqu'un de venir avec ses machines, s'il y a des coupures d'électricité tous les 2 jours, il pourra pas. Une fois qu'on a fait ça, c'est au privé de recruter, une fois qu'on a fait venir les gens. Et pour ça, il y a plusieurs domaines. Il y a un domaine, par exemple, qui emploie, mais je crois que c'est le premier employeur au monde, c'est le tourisme. Au Congo, tourisme, 0. Tous les gens qui vont au Congo, qui prennent des avions, c'est du tourisme d'affaires. Donc ils vont pour le pétrole ou pour, maintenant qu'on a le Haussmann des tropiques, M. Bouya, ils vont pour le voir. Mais à part ça, personne ne va au Congo pour faire du tourisme, alors que lorsqu'on va pour du tourisme, on est logé dans les hôtels. Donc ça crée de l'emploi. On va dans les restaurants, ça crée de l'emploi. Et on visite les sites touristiques. Déjà, nous, au Congo, quels sont les sites touristiques que nous avons? On en a un, soi-disant, qui est celui de Brazza. Au Zala, il y a le monument de Brazza. Oui, le monument de Brazza, c'est celui auquel on fait fureur. Bon, moi, dernièrement, j'étais au Sénégal. Le monument dont tout le monde parle, c'est l'île de Gorée. Et nous... Mais nous avons la baie de Luango. Qui y va? Qui y va? Les pêcheurs, je crois. Voilà, les pêcheurs, voilà. Donc c'est pas du tourisme, voilà. Personne n'y va, c'est même pas mis en valeur. Et je crois que la seule personne, une fois, j'avais entendu parler d'une stèle qui était allée inaugurée par Monsieur Paca. Bon, je sais pas où est cette stèle, mais on a beaucoup de sites touristiques, mais personne n'y va. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut faire rentrer beaucoup d'argent. D'ailleurs, Paris se bat avec des grandes villes pour être la première ville touristique au monde. Nous, on se bat pour être la dernière. Alors, vous parlez de tourisme, et pourtant, au Congo, tout le monde jure par le pétrole. Tout le monde jure par le pétrole, mais c'est une denrée périssable. Et on peut voir aussi que tous les pays qui ont du pétrole et qui le gèrent bien voient déjà l'après-pétrole. On peut voir le Qatar, l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, aujourd'hui, les Congolais, leur destination préférée, c'est Dubaï. Ils y vont pas parce que Dubaï, c'est une ville pétrolière. Ils y vont pour visiter, bon, déjà pour faire aussi d'autres choses, faire leurs emplettes, mais ils y vont, voilà. Donc la preuve qu'on peut rapporter, on peut faire gagner de l'argent tout en étant un pays touristique. Alors, aujourd'hui, le budget du Congo a été amputé quasiment de moitié. Il est passé de 4 000 quasiment à 2 500 milliards. Est-ce que vous pensez que l'État devrait faire encore plus d'efforts et plus d'économies afin de permettre aux Congolais de vivre mieux? Le problème du budget du Congo, c'est qu'il ne sert pas aux Congolais. Il sert à qui alors? Il sert à nos amis qui sont en poste. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avec la dette. Donc, on construit des routes avec la dette, on s'endette chez les Chinois, on construit des hôpitaux, on s'endette chez les Chinois. Donc je ne sais pas
où va le budget du Congo? Donc, qu'il soit élevé ou pas élevé, je sais pas. Enfin, je crois qu'on a eu quelques années fastes là. Est-ce que la vie des Congolais a changé? Non. Donc, le problème du budget congolais aujourd'hui, en l'état actuel des choses, bah, ce sont les membres du gouvernement qui sont contents ou qui sont pas contents, qui pleurent ou qui pleurent pas. Les Congolais, ils ne voient pas la différence. Voilà. Au niveau des questions constitutionnelles maintenant, Abdelaziz Maïga, c'est que au niveau du CRAC, vous êtes opposé au changement de la Constitution. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis quand on vous dit, par exemple, que dans cette Constitution, un jeune chômeur ne peut pas devenir président, ou encore celui qui a moins de 40 ans ne peut pas l'être? Là, il faudrait poser la question au Kombi Salissa. C'est-à-dire? Il n'a quasiment jamais travaillé avant d'être ministre, je crois. Et donc? C'est la question d'un jeune, il faudrait lui poser. mais Kombi Salissa n'est pas candidat à la présidence de la République. Ça, c'est vous qui le dites. Moi non plus, d'ailleurs. Enfin, il n'a pas déclaré. Moi non plus, d'ailleurs. Mais en fait... Je comprends très bien. On lui posera la question, M. Kombi, le moment venu, s'il a une expérience professionnelle. Je sais pas, vous dites qu'il n'a pas travaillé. C'est la légende de Kombi qui le dit. Enfin, tant que ça reste une légende, espérons que ce soit pas la réalité. Mais enfin, juste pour revenir plus sérieusement dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on voit cette constitution exclut une partie des Congolais, notamment les chômeurs. Si vous n'avez pas 15 ans d'expérience, si vous n'avez pas une bonne moralité, si vous n'avez pas plus de 40 ans, vous ne pouvez pas accéder. Est-ce que là, ce ne sont pas les motifs pour changer cette constitution? Franchement, 15 ans d'expérience professionnelle au Congo, pour les avoir, c'est compliqué. Oui. Donc même au Kombi Salissa, on n'a pas pu les avoir. Maintenant, parlons des 40 ans. Je pense que quand même, pour atteindre la magistrature suprême, un minimum d'âge. Maintenant, on pourrait peut-être changer ça, mais je pense que ceux qui devraient changer ça, c'est pas le gouvernement actuel, c'est ceux qui viendront plus tard. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses. Il faudrait peut-être réduire le mandat. Tous les grands pays sont à 5 ans. Les États-Unis, 4 ans. Pourquoi 7 ans? Je pense qu'on pourrait plutôt réduire à 5 ans. Pour aller au bout des projets. Pour aller au bout des projets. Oui. Le bout du projet qu'on ne finit jamais. C'est comme le papa qui est retraité, qui n'a jamais construit et qui espère qu'en 2 ans, qu'on prolonge l'âge de la retraite pour qu'il puisse construire. Mais ils le font jamais. C'est des projets qu'on voit jamais. Le camarade Denis Sassou Nguesso fait 32 ans au pouvoir. Il a des projets à finir. En 32 ans, il les a jamais commencés. Moi, je me rappelle de l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. Nous sommes en 2015. On n'est toujours pas autosuffisant alimentairement. C'est sa faute alors? C'est lui qui nous l'avait promis. Une promesse non tenue. Vous pensez que tout ça tiendra toutes ses promesses? Je l'espère, et en tout cas, s'il ne le fait pas, je lui mettrai la pression pour qu'il le fasse, parce que le peuple a besoin de ça. Voilà, vous êtes ici notre invité, Abdelaziz Maïga. On avance avec vous, on a parlé des questions de chômage, on a parlé des questions liées notamment à l'éducation, on a effleuré le volet économique, on va essayer de voir avec vous sur le plan culturel. Aujourd'hui, le Congo, vous avez évoqué le tourisme, c'est vrai, produit énormément d'artistes, produit énormément d'hommes et de femmes dans les domaines de la littérature, dans des chansons. Et pourtant, c'est des gens qui n'arrivent pas à se vendre à l'international. Aujourd'hui, quand on parle notamment des auteurs qu'on l'international, on cite Alain Mabankou, après les autres, il n'y a plus rien. Est-ce que vous, au niveau du CRAC, il y a une vraie politique culturelle à mettre en œuvre si demain vous accédez au pouvoir? Oui, il y a une politique culturelle à mettre en œuvre. Et en plus, c'est dommage que le Congo ne mette pas en valeur tous ces artistes-là. Mais d'ailleurs, on le voit, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, que pour le 15 août, on invite des artistes d'autres pays. Souvent, on invite nos amis de la RDC, j'ai rien contre eux. Mais pour des fêtes nationales, on doit inviter des chanteurs nationaux. C'est déjà de l'argent qu'on donne à un autre pays. Alors qu'il faut être, je sais pas, il faut être un minimum chauvin ou nationaliste. On a des gens comme Roga Roga qui sont là, qui sont des artistes, qui peuvent très bien tenir le 15 août. On n'est pas obligé d'appeler Kofi Olomide. Si c'est pour entendre dire que Sassou c'est le plus beau président du Congo, Roga Roga peut le dire avec sa voix aussi, ça aura le même effet. Alors, donc, parlons de la culture. Moi, c'est quelque chose que je tiens beaucoup à cœur. Pourquoi? Parce que la culture et le sport, c'est ce qui permet à un pays de rayonner. C'est ce qui permet à un pays d'avoir une certaine visibilité. Je me rappelle lorsque le Sénégal était au mondial, tout le monde parlait du Sénégal. Lorsque le Cameroun est au mondial, tout le monde parle du Cameroun. On a quelques personnes comme en valeur. Moi, dernièrement, j'étais au Sénégal et il y a un chanteur congolais qui s'appelle Centric, mais qui compose avec quasiment tous les grands Sénégalais, Youssou N'Dour et tout ça, il bosse avec eux. Mais ce gars, il est inconnu au Congo.
Et c'est malheureux qu'on ne puisse pas les mettre en valeur. Et ça, franchement, ça me fait de la peine. Et je pense que lui aussi, il pleure pour le Congo. Alors, vous ferez quoi? Aujourd'hui, il pleure, mais vous ferez... Est-ce que vous allez sécher ses larmes, c'est ça? Sécher les larmes à Saint-Tric? Oui. Ah bah, franchement, il faudra beaucoup de mouchoirs, mais bon. Déjà, on va les écouter, ces auteurs. Mais déjà, je pense qu'il y a des choses qu'il faut remettre en place. Par exemple, il y a l'école de peinture de Poto-Poto. Il faut donner les moyens à cette école de revivre. Je pense qu'il faut aussi faire puisqu'il y a la culture, il y a le sport, il faut faire des centres de formation aussi pour le Congo. Dernièrement, je parlais encore du Sénégal, mais il y a un centre de formation qui produit pas mal de jeunes Sénégalais. Et lorsqu'il était, il y a même Messi qui allait visiter ce centre de formation. Et nous, lorsqu'on entend parler du centre, il y a un petit centre là. Oui, à Kintélé. Non, pas à Kintélé, là, ils sont en train de le faire. Mais le petit centre où il y avait les Diables Rouges, tout ça, quand on entend parler, c'est pour dire qu'il manque des sacs de riz. Oui. Voilà, pour dire qu'il manque des sacs de riz, c'est malheureux. Et pourtant, lorsqu'on voit, par exemple, l'impact que ces gens-là, lorsqu'on voit Onyangue jouer ici, on est content. Lorsqu'on voit le basketteur Ibaka on est content. Et il y a un retour. D'ailleurs, aujourd'hui, grâce à ce monsieur-là, il y a beaucoup d'équipes françaises ou même américaines qui s'intéressent aux jeunes basketteurs congolais. Et il y en a quelques-uns qui viennent. Dernièrement, je n'ai vu un qu'on est allé chercher au Congo qui va jouer à Sochaux. Mais c'est un retour sur investissement terrible. Cette personne-là, déjà, c'est la visibilité du Congo. Il va investir au Congo, il peut faire venir des investisseurs. On ne se rend pas compte de ce que la culture peut apporter à notre pays. Quand on vous entend, on se dirait, mais tiens, la politique congolaise évolue, les jeunes arrivent à se saisir des sujets, et pourtant les vieux restent présents. Et on voit toujours vous, les jeunes, à l'arrière. On ne sait pas à quel moment vous serez au devant de la scène pour prendre cette place que beaucoup veulent garder. On va les pousser. On va les pousser. J'ai souvent l'image, par exemple, du camarade Denis Sassou Nguesso. Il a été président à quel âge? Il a été ministre à quel âge? De 25 ans, je crois. Voilà. Autour de la vingtaine. Voilà, donc il a poussé les autres. Maintenant, c'est à nous de pousser. Les jeunes aussi, il faut qu'ils prennent le taureau. Enfin, oui, mais on constate quand même qu'il y a une reproduction plus ou moins d'état qu'on reproche à ces vieux-là. C'est-à-dire qu'on reproduit quasiment les mêmes comportements et finalement, on se régénère. Mais on reproduit les mêmes comportements parce que c'est le seul exemple que nous avons. En général, on suit l'exemple qu'on nous montre. C'est pour ça que la chance que nous avons, nous qui sommes à l'étranger, c'est d'avoir d'autres modèles. Des modèles comme Obama, des modèles comme Hollande, comme Sarkozy, qui sont peut-être pas parfaits. Mais lorsqu'on prend ces modèles-là et qu'on les mélange avec ceux de nos vieux, ça nous permet d'être un peu différents. Donc aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas de modèle? Denis Sassou Nguesso. Voilà. Donc ça veut dire que tous les jeunes Congolais peuvent aujourd'hui se dire, mais tiens, nous avons un modèle politique, c'est le président Denis Sassou Nguesso. C'est le meilleur, c'est le seul qui a réussi à dribbler tout le monde pendant 30 ans. Donc c'est le Messi congolais. C'est pas... En dribble, oui, mais il dribble tout le monde, mais il marque pas de but. Au Congo, je me rappelle, il y avait un truc qui disait Chobo égale Wo. Oui. Chobo égale but. Mais au final, on gagne jamais le match. Donc Sassou, il dribble tout le monde, mais comme le Congo n'avance pas, il fait que nous dribbler. Nous arrivons quasiment à la fin. J'aimerais juste évoquer avec vous un sujet qui vous concerne, une actualité qui a fait quand même pas mal de bruit ici en France et en Europe, c'est l'affaire de Biamalaki. Vous êtes le Congolais, peut-être que certains vont vous découvrir pour la première fois. Vous étiez partie civile, en fait, dans cette plainte quand les présidents Bongo, Obiangema et Denis Sassou Nguesso. On ne va pas rentrer dans les détails. Okay. Comment ça s'est passé exactement? Comment vous êtes retrouvé là-dedans? Mais je sais que nous consacrerons une émission spéciale avec vous pour parler un peu de ce volet social, notamment au niveau du Congo. Mais comment vous êtes retrouvé dedans? Comment je me suis retrouvé dans la plainte des Biamalaki? Oui. En fait, la plainte a été menée, par l'association Sherpa. Tout à fait. Donc l'association Sherpa, c'est une association de juristes. Et cette association de juristes voulait déposer plainte contre les dirigeants que vous avez cités. Et la première plainte qu'ils avaient posée avec une association congolaise avait été rejetée. Et ce qu'ils voulaient, pour pas que la seconde plainte soit rejetée, ils voulaient blinder un peu le dossier, donc dire que certains Congolais sont victimes de la mauvaise gestion de nos dirigeants. Directement. Et pour cela, il fallait montrer qu'on avait été lésé. Et pour montrer qu'on avait été lésé, il fallait d'abord être Congolais et avoir payé des impôts, donc avoir travaillé au Congo. Oui. Chose que je répondais tout à fait aux critères parce que je suis Congolais et j'avais travaillé au Congo. Après, c'est au hasard des rencontres que j'ai été amené jusqu'à eux et j'ai décidé de donner mes fiches de paye qui prouvaient que j'avais travaillé au Congo, mes papiers congolais, même si je m'appelle Abdoulaziz Maïga. Et la plainte a été déposée, donc je suis la seule partie civile congolaise qui est dans cette plainte. Alors, et pourtant,
Vous avez parlé de Denis Sassou Nguesso comme un dribbleur qui ne marque pas. Oui. Vous-même, vous avez été dribblé. Ah oui, bien. Dans cette affaire. Ah, très bien. Comment ça s'est passé? C'est quoi exactement alors? C'est quand même extraordinaire. Non, mais ça, on apprend de nos erreurs. Oui. J'ai été dribblé déjà avec ces associations, parce que le but aujourd'hui, lorsqu'on voit que l'argent de nos dirigeants est saisi, ça part dans le trésor français. Alors que je pense que, même si je suis français aussi, ça devait repartir au Congo. Donc pour cela, d'ailleurs, c'est un appel que je lance, ça serait bien que les Congolais s'unissent et fassent une association qui aurait pour but de récupérer tous les fonds de nos dirigeants pour les réinvestir dans des actions caritatives. Ça, c'est possible. Je pense que c'est possible d'un point de vue juridique. Donc ça a été fait. Donc le but, c'était pas ça. Et il y a eu aussi, moi je pense que c'est pas ce que vous voulez évoquer comme dribble, oui. Mais l'autre dribble, c'est certaines personnes qui se seraient enrichies sur votre plainte. En fait. Non, c'est pas sur mon dos, puisque moi j'ai rien demandé. Par rapport à cette plainte, certains ont pu en fait s'en mettre plein les poches. Oui. Bah, y a eu certains Congolais de mauvaise foi qui sont allés à Libreville pour dire déjà, enfin moi j'aime bien la petite anecdote parce que on me dit oui mais on voudrait voir Maïga Abdoulaziz, c'est qui? Alors il y en a un qui dit mais moi je le connais. Je dis, mais qui? Mais présentez-le. Il dit vous avez vu son nom là? Oui. Mais lui là c'est un barbu hein. Ah, c'est un barbu. Il n'a pas tort quand ah, oui c'est vrai. C'est un barbu. Mais la légion barbu, en fait, c'était plus les islamistes. Voilà, c'est un islamiste, c'est quelqu'un de compliqué, il n'y a que moi qui le maîtrise. Donc l'interface entre Maïga Abdoulaziz, qui puisse retirer sa plainte, et vous, ça sera moi. Et cette personne qui s'était désignée comme interface, c'est un certain docteur Ngitoukulu. Qui est candidat aujourd'hui à la présidence du Congo. Malheureusement, oui. Malheureusement pour le peuple congolais, oui. Ce malheur, on le verra à la suite, peut-être que vous le dites. Vous êtes en province. Est-ce que vous avez déjà croisé Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai cru voir que le 27, il sera à Rouen. Donc j'irai faire un tour pour écouter ce qu'il dit. Et si j'ai l'occasion, s'il me donne l'opportunité de le rencontrer en tête à tête, ça sera un plaisir. Qu'est-ce que vous lui direz? Je lui dirai déjà qui je suis et je lui demanderai qu'est-ce qu'il a fait des 500 000 euros qu'on lui a donné pour soi-disant que je puisse me retirer de la plainte. Voilà. Nous ne rentrerons pas dans les détails de cette affaire puisque c'est une affaire en soi. Abdelaziz Maïga, merci. On sait qu'aujourd'hui vous êtes très occupé. Vous avez fait le déplacement pour Paris afin de répondre au nom du CRAC par rapport à cette actualité politique. Maintenant, qu'est-ce que le CRAC nous propose en dehors du gala dans les jours qui viennent? C'est l'été maintenant. Est-ce que vous allez proposer une guinguette ou un truc comme ça? Non. On travaille vraiment sur le gala. On veut que ce soit un événement réussi. Mais entre-temps, il y a le président qui fait pas mal de déplacements entre la France, les États-Unis, tout ça. Mais c'est vraiment des choses en profondeur. Maintenant, pour la visibilité du CRAC, ça sera vraiment le gala. Ça sera l'un des événements phares de la visibilité du CRAC. C'est prévu pour quand? On en discute encore. Dès qu'il y aura la date, vous serez le premier informé. Voilà. Merci Abdelaziz Maïga. Merci, Monsieur Cyr de Ziana TV. Merci à vous aussi de m'avoir suivi. Voilà, c'est sur ce ton plus ou moins léger vers un gala que nous attendons tous avec beaucoup d'ardeur et que nous terminons cet entretien. Merci à Noko Kumungakoso pour les images. Merci aussi aux hommes et femmes aujourd'hui qui constituent cette équipe des Ziana TV qui nous permettent de vivre ces moments importants avec ces acteurs politiques ici au sein de la diaspora. Merci surtout à nos amis du côté d'Aulnay-sous-Bois qui nous accueillent. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.